vous faites. Merci déjà, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là, parce que c'est vrai que c'est un long pont. J'ai moi-même abandonné des vacances familiales pour être là. Merci beaucoup, Denis. Et non, moi, donc Joachim Murat, je viens d'avoir 51 ans. Je suis père de 2 enfants, un petit garçon qui s'appelle Joachim, c'est une tradition de ma famille. Mon père s'appelle Joachim aussi, et une fille qui s'appelle Elisa. Je travaille depuis 25 ans dans l'exportation de technologies, soit strictement industrielles, type moteur d'avion, soit très technologique, type défense, sécurité, souveraineté. Et là, je suis depuis quelque temps considéré comme un expert de la digitalité, de la souveraineté digitale. Hop, un partout. La souveraineté digitale, la digitalité. Et j'ai exercé dans un cabinet ministériel et dans une mission interministérielle. J'ai commencé ma carrière dans la lutte anticriminelle, contre le trafic des êtres humains. Et j'ai eu la chance de grandir à l'époque où on faisait son service militaire. J'ai voulu le faire correctement parce que, avec le nom que je porte, ça me semblait être la moindre des choses. Et donc, j'ai fait chez les parachutistes après une école officielle de réserve à Saint-Cyr. Et ensuite, j'ai été aux premières Pays-Bas où j'ai fait une saison au Kosovo. Et donc, ça me donne le statut d'ancien combattant. Et je suis décoré de la médaille du combattant et bientôt de la médaille du combattant volontaire. Incroyable, incroyable. Non, mais si vous aviez mon âge, vous auriez la même chose. Voilà. Ok, bah parfait. Et donc du coup, finalement le nom Murat, parce que peut-être que pour certains c'est pas forcément hyper limpide. D'accord. D'où ça vient? Bien sûr. Pas d'où ça vient. La lignée quoi, des Murat. Alors en dehors du chanteur, en dehors du boulevard et en dehors des bijouteries Murat, le nom Murat, c'est Joachim Murat est né le 25 mars 1767 dans le Quercy. C'est un gars de Cahors du Sud-Ouest. Hein, entre le Quercy et la Gascogne, c'est là qu'il y a tous les mousquetaires. Je sais pas, c'est une région. Hein, en France, ils fabriquent comme des Français un peu solides. Et lui s'est engagé très vite dans les idéaux de la Révolution. Il est devenu assez rapidement militaire alors qu'il devait être au départ prêtre. Ce qui fait qu'il parlait couramment latin, grec, il avait reçu une éducation absolument exemplaire. Et il va rencontrer Napoléon Bonaparte, général, le 13 Vendémiaire 1795, quand Bonaparte écrase une émeute royaliste à Paris. Là, ils vont plus jamais se quitter. Il va faire la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte avec lui. Il sera dans son état-major. La sœur de Bonaparte, Caroline, va tomber folle amoureuse de Murat. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu les portraits de Murat. Je pense que toutes les femmes ici présentes comprendront Caroline. Et donc il va épouser la sœur de Bonaparte, Caroline Bonaparte. En revenant de la campagne d'Égypte avec Napoléon Bonaparte, ils vont faire ensemble le coup d'État du 18 Brumaire. Murat va avoir un rôle essentiel dans le coup d'État du 18 Brumaire, parce que c'est un coup d'État qui au départ est strictement institutionnel et qui ne devait pas du tout rater. Et Napoléon, en fait, se manque, il rate complètement son discours à l'Assemblée. Et les députés commencent à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce zouave, ce général qui cherche à faire un coup d'État? Et ils vont le mettre hors la loi. Et donc, c'est là que Murat rentre avec les hussards. Il dit, citoyens, vous êtes dissous, foutez-moi tout ce monde là dehors. Et donc, il sauve le coup d'État. Et donc, il ouvre en grand les portes de la gloire à Napoléon. Et le génie de Napoléon va l'amener, lors de son consulat, à poser toutes les masses de granit qui font la France d'aujourd'hui et une grande partie de l'Europe et une grande partie du reste du monde. Ça, on aura peut-être le temps d'y revenir. Mais l'impact napoléonien n'est pas que sur la France. Hein, c'est dans 70 pays dans le monde. C'est colossal. Et à partir de là, Napoléon ensuite avec des suites de victoires, va finir par établir l'Empire. Murat va intégrer immédiatement la famille impériale comme époux de Caroline Bonaparte. Donc il sera prince français comme beau-frère de l'empereur. Il sera maréchal de France, première génération de maréchaux, grand chef d'une corde de la Légion d'honneur, et grand aigle d'une corde, c'est ça le terme exact, grand aigle d'une corde de la Légion d'honneur. Il va être fait grand amiral de France. C'est un titre héréditaire, donc mon père est grand amiral de France. Alors, Murat, les rares fois où il a mis les pieds sur un bateau, ça n'a pas été un succès intergalactique, mais il était grand amiral de France. Et il va devenir grand-duc de Berg et de Clèves, c'est-à-dire qu'il va régner sur une partie de l'Allemagne, mais il va vraiment effectivement régner, puisqu'il va complètement révolutionner l'industrie dans cette zone de l'Allemagne. Il va relancer notamment les débuts de ce qui vont devenir les grandes aciéries de la Ruhr. Et c'est à Düsseldorf en 2005 pour le bicentenaire, parce qu'il est fait grand-duc en 1805. Pour le bicentenaire en 2005, Düsseldorf nous a invités, on est très surpris. Et ils ont un portrait immense de Murat dans la mairie, ils adorent Murat. Ah bon. Et alors, ils parlent tous allemand, moi pas un mot. Et c'était intéressant, il a laissé un très bon souvenir. Et après, il devient roi de Naples et de Sicile, il va faire toutes les campagnes avec Napoléon. Jusqu'en 1807-1808, la relation entre Murat et Napoléon est excellente. À partir de 1808,
ça commence à vriller un peu, ça va devenir un peu je t'aime moi non plus. Mais il faut être juste, Napoléon commence à avoir une relation très compliquée avec tout le monde à cette époque-là, parce qu'il a pris une hubris gigantesque, il est quand même incroyable, il est porté par les dieux, par les anges, par tout ce qu'on voudra, donc ça devient très difficile de faire des remarques à l'empereur sans qu'il commence à s'énerver. Et Talleyrand et Fouché, Eugène et tous les autres commencent à vraiment être un petit peu inquiets. Et Murat va être, lui, une des personnes qui va le plus avoir à souffrir de la mauvaise humeur de Napoléon, parce que Napoléon est corse, et que Murat, qui est très beau, très grand, qui a un succès fou avec les femmes, qui est un sabreur absolument génial, qui est un immense administrateur de la cavalerie, qui a le gros défaut d'être parfaitement éduqué alors que c'est un prolo, puisqu'il est fils de paysan, petit-fils de paysan, arrière-petit-fils de paysan, mais il est remarquable de culture. Ça va être un truc très difficile à gérer pour Napoléon Bonaparte, et il va y avoir une relation de je t'aime moi non plus entre Napoléon et Murat. Murat aura toujours une passion, une fascination pour Napoléon, et Napoléon, de 1808 à 1814, va pas arrêter de l'embêter parce que Murat veut gérer son royaume de Naples comme il l'entend. C'est-à-dire qu'il veut gérer Naples avec des Napolitains. Et Napoléon dit non, il n'en est pas question. Tu gères Naples avec des Français. Louis en Hollande, Jérôme en Westphalie, il gère avec des Français. Joseph en Espagne, il gère avec des Français, le succès qu'on connaît. Et autant Louis en Hollande et Jérôme en Westphalie, ça s'est très bien passé, mais Murat gère avec des Napolitains. Et ça énerve beaucoup Napoléon. Et donc la brouille ne va pas arrêter de s'envenimer. Et en plus, en 1808, Napoléon est en Espagne, Murat est à Naples, il vient de récupérer son trône. Et Fouché et Talleyrand, qui sont inquiets de savoir si Napoléon ne va pas se faire tuer en Espagne, décident de qui peut prendre la suite de Napoléon si Napoléon se fait tuer dans une embuscade. Et ils décident que c'est Murat. Donc le courrier part, il est intercepté évidemment, parce que c'est les postes de l'empereur, par Napoléon, il dit quoi, Murat? Même pas un de mes frères. Et c'est là qu'il va virer Joséphine et qu'il va enchaîner pour avoir un fils, etc. etc. Donc ça va beaucoup. Et Murat n'est pas du tout au courant, parce que Fouché et Talleyrand l'avaient désigné comme celui qui maintiendrait l'Empire si Napoléon était abattu. Et pourquoi? Parce qu'il tient toute l'armée, parce que c'est le seul membre de la famille impériale que toute la population aime bien, et parce qu'il a une vision du développement de l'Empire qui correspond à celle de Talleyrand et Fouché, qui est une vision plutôt d'Europe des nations, plutôt qu'une Europe sous la botte de fer de l'empereur. Et voilà, et donc il y aura un renversement d'alliance, Murat à la fin en aura assez, finira par se rallier aux Autrichiens en 1814, en janvier 1814. En avril 1814, Napoléon envoie un courrier à Murat en disant c'est toi qui avais raison, il fallait faire l'unité italienne, le principe de nationalité c'était génial, etc., etc. Mais c'est trop tard, il a dit qu'il part à l'île d'Elbe. Murat va l'aider à redébarquer de l'île d'Elbe, mais là, c'est la fin de Murat, puisque Murat qui devait garder son royaume de Naples, parce que le Congrès de Vienne à l'époque, qui redistribue les cartes après la chute de Napoléon à Waterloo, avait gardé Murat comme roi de Naples. Il n'y avait qu'un seul pays qui était contre Murat roi de Naples, c'était la France. Il était soutenu par les Anglais, les Autrichiens et les Russes. Incroyable. Et la France n'en voulait pas. Et Talleyrand a réussi, parce qu'à l'époque, Talleyrand travaillait à ce moment-là pour la France et donc contre Murat. Et Murat, qui aurait pu garder son royaume de Naples, se rallie à Napoléon, c'est su par le Congrès de Vienne, là il est déclaré hors la loi, il y aura toute une série de poursuites, et il finira par essayer de faire un débarquement à Naples, il sera capturé et fusillé par la gendarmerie des Bourbons-Sicile, et sa mort est assez exceptionnelle parce qu'il va commander le tir 2 fois. Donc voilà. Ouais, c'est excellent. Voilà, en deux minutes, c'était parfait. Je me doutais que c'est ce qui pouvait arriver, honnêtement. Magnifique, magnifique. Donc, donc très très bien. Donc des descendants de Murat. Voilà, on a compris. Donc si on en revient donc au bonapartisme finalement. Vu que c'est un peu le sujet aussi de la soirée. Qu'est-ce que c'est, au final, le bonapartisme? Aujourd'hui, est-ce que ça existe vraiment encore? Est-ce qu'on a des dérives du bonapartisme? Et surtout, quand est-ce que c'est apparu? Parce que finalement, c'était pas sous le Premier Empire, a priori, de ce que j'ai compris. C'est comme le gaullisme n'est pas apparu sur De Gaulle. En 2-3 minutes. Oui, alors on va le faire en 1 minute 30 chrono. Donc, alors, le gaullisme n'est pas apparu sur De Gaulle, le bonapartisme n'est pas apparu sur Napoléon Ier. Là, c'est le mémorial de Sainte-Hélène en 1823 qui va réveiller le sentiment bonapartiste, qui va éviter que les bonapartistes potentiels se diluent dans le courant orléaniste. Et c'est en 1830 qu'on va parler de bonapartisme pour la première fois. Ensuite, Napoléon III va instrumentaliser ce mouvement, parce qu'en 1830, on a oublié les douleurs de la guerre, mais on se rappelle de la gloire et de la grandeur. Et en 1830, c'est Charles X
c'est complètement nul, la France est complètement à la ramasse, il y a des révolutions partout parce que Charles X est en train de réinstaurer un État absolu, donc ça colle pas, donc le bonapartisme se réveille. Et Napoléon III va créer un comité bonapartiste secret, il va avoir plusieurs élus députés, il va finir par être élu président de la République, il sera ensuite empereur jusqu'en 1870, donc le bonapartisme, on n'a pas besoin puisque l'empereur est au pouvoir. Et à la chute de l'Empire, à la chute du Deuxième Empire, le bonapartisme est réveillé sous le nom de l'appel au peuple, et c'est le fils de Napoléon III, le prince impérial qui est le chef naturel du bonapartisme. À ce moment-là, le bonapartisme est dynastique, c'est-à-dire que l'objectif est de remettre un Bonaparte sur un trône impérial en France. C'est le prince Victor Napoléon qui va être l'héritier qui va être le chef du parti bonapartiste. C'est le fils de, enfin bref, c'est un des cousins du prince impérial. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Victor et toute la famille Bonaparte sont en exil, donc c'est les Murat qui gèrent le parti bonapartiste en France. Et le parti bonapartiste, à partir de 1902, n'est plus dynastique, il devient républicain. Il va s'allier à Georges Clemenceau pendant la Première Guerre mondiale. Ça va donner la Chambre Bleu Horizon. Et il va y avoir plein de députés, dont des princes Murat, évidemment. Et il va exister jusqu'en 1939. En 1939, le prince Napoléon, Louis Napoléon, va mettre fin au parti bonapartiste républicain parce qu'il ne veut pas que ce soit instrumentalisé par les nazis. Et il a eu bien raison, puisque vous savez, c'est Adolphe qui a fait revenir la dépouille de Napoléon II, le fils de Napoléon Ier, qui l'a fait revenir en grande pompe aux Invalides en 1940. Il a cherché à instrumentaliser l'image de l'empereur. Donc la famille impériale a bien fait de se désolidariser de tout ça. Et à l'époque, le prince Napoléon et le prince Murat sont dans la résistance, donc il n'y a pas question. Et il va être réveillé à nouveau le bonapartisme en 2021 pendant le bicentenaire. Donc le parti L'Appel au peuple est réveillé, il existe maintenant. Il est totalement républicain, c'est du gaulo-bonapartisme. Et vous avez en fait deux partis qui se revendiquent du bonapartisme aujourd'hui en France. Vous avez L'Appel au peuple, auquel j'appartiens, et vous avez le comité central bonapartiste en Corse. Et le comité central bonapartiste a eu beaucoup de députés pendant très longtemps. Vous avez Ornano qui était à la tête du parti. Il y a eu le maire d'Ajaccio qui était très longtemps membre du parti bonapartiste corse. Il existe encore, il est encore très puissant à Ajaccio. Et voilà, alors pour répondre à quels sont les partis bonapartistes aujourd'hui, les deux seuls vraiment bonapartistes, c'est l'Appel au peuple et le comité central bonapartiste. Après, il y a les partis qui se revendiquent du gaullisme. Parce que le gaullisme est un bonapartisme modernisé. Hein. Le bonapartisme républicain, c'est De Gaulle. Et moi, je suis gaulo-bonapartiste. Et je veux la 5e République chimiquement pure, avec un septennat, avec un conseil d'État qui fonctionne, avec des référendums tout le temps, enfin voilà, un truc bonapartiste. Et aujourd'hui, LR n'est plus bonapartiste, c'est terminé. Évidemment pas aucun parti de gauche. Le Rassemblement national n'est pas bonapartiste, parce que le Rassemblement national comme Reconquête, ont une touche identitaire, qui dans le cadre Reconquête frise un peu avec la xénophobie, mais qui est une couche identitaire, c'est-à-dire les Français sont blancs et catholiques, c'est pas du tout bonapartiste. Le bonapartisme, c'est la méritocratie. La méritocratie, c'est on se fout complètement de votre couleur, de votre origine, de votre genre, de votre religion. Vous êtes bon, vous êtes le bienvenu. Vous êtes mauvais, vous cassez les couilles, vous dégagez. Et c'est aussi simple que ça, le bonapartisme. Et c'est la méritocratie au sens vraiment de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme française, qui dit, si ma mémoire est bonne, toute distinction sociale ne peut se légitimer que par l'utilité publique. C'est-à-dire que vous n'avez droit à un grade un petit peu supérieur que si vous êtes utile à la communauté. Et c'est exactement ce que fait le bonapartisme, enfin c'est ce qu'a fait Napoléon Bonaparte et Louis-Napoléon Bonaparte, empereur du Second Empire, en donnant des titres sans privilège, en donnant des légions d'honneur, en donnant des sabres d'honneur, des choses comme ça. Mais à toute personne qui avait mérité. Et voilà, ça donne bonapartisme. Alors c'est un souverainisme, hein, évidemment. Le bonapartisme, si vous avez une question, l'Europe de Maastricht, c'est non. Voilà, ça ne colle pas. C'est l'Europe des nations, de Gaulle, ça, c'est bonapartiste. Parfait, magnifique, très bien expliqué, évidemment. Donc on a parlé un peu du Premier Empire, on a parlé un peu du bonapartisme. On peut parler du Second, Deuxième Empire, c'est en fonction de ce qu'on veut pour le futur. Ouais. On va dire le Deuxième Empire. On va dire le Deuxième Empire. On va dire le Deuxième Empire. L'essor économique sous le Deuxième Empire, ça va être compliqué, mais on va y arriver. Qu'en est-il vu que nous, on a beaucoup d'entrepreneurs chez nous, oui, bien sûr, oui, l'intérêt, c'est un peu de voir aussi. Bon, alors sous Premier Empire, je ne sais pas trop les entrepreneurs ce que ça pouvait donner encore, mais apparemment sous le Deuxième, il y a quand même, par exemple, les frères Pereire ou autres qui sont des gros entrepreneurs et qui vont beaucoup aider justement les plus petites structures à monter en gamme et en puissance. Est-ce que là-dessus,
on peut en parler un petit peu. Ouais. Oui, alors le deuxième empire de Napoléon III, c'est la plus grande et la plus longue période, c'est surtout la période de la plus haute, la plus grande prospérité de toute l'histoire de France. Tous les économistes se sont penchés dessus. Il a doublé le PIB français en 18 ans. Donc le PIB français a fait x2, il a doublé en moyenne les salaires, en moyenne. Donc aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur, donc quand vous avez un de vos employés qui essaie de gratter 3% d'augmentation, s'il obtient 1, déjà il est content. Là, ça a doublé. Donc ça a été une période de prospérité absolument délirante, parce que Napoléon III est saint-simonien. Donc Saint-Simonien, c'est Charles-André de Saint-Simon, c'est un économiste, qui pense que lui, le progrès social ne peut exister que par l'industrialisation. L'industrie est la seule à même de créer des emplois, et l'industrie est la seule à même de créer donc des revenus, de la prospérité et de la croissance, et qu'il n'y a pas de progrès social sans croissance. Ça paraît parfaitement logique, mais c'est Saint-Simon qui y pense en premier, et Napoléon III est complètement saint-simonien. Donc il va appliquer ça, c'est la théorie du ruissellement, mais qui marche, à l'époque de Napoléon III. C'est une théorie du ruissellement qui fonctionne. Donc c'est la liste des réalisations sociales et économiques de Napoléon III est vertigineuse. C'est-à-dire qu'alors déjà, il va construire près de 20 000 km de chemin de fer, plus de, je crois que c'est 40 000 km de télégraphe, les plus grandes, parmi les principales innovations technologiques comme le vaccin de Pasteur, comme l'aluminium, comme les débuts de la téléphonie, les piles, les batteries, l'électricité, tout ça, c'est Napoléon III. C'est l'époque de Jules Verne, hein, c'est un état d'esprit. Si Jules Verne a écrit sous le Deuxième Empire, c'est parce qu'il était incité à ça. Quand vous étiez sous le Deuxième Empire, vous aviez d'un seul coup l'eau et l'eau et le gaz à tous les étages. Alors qu'avant, il fallait vider son pot de chambre par la fenêtre. C'était le Moyen-Âge, le truc. Hein. Exactement, absolument. Il a vécu à Londres, il a vécu à New York, et donc il s'est inspiré de tout ça, il l'a appliqué à Paris. Mais il ne l'a pas appliqué qu'à Paris, c'est-à-dire qu'il l'a appliqué à Paris, à Londres, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Vichy, il l'a appliqué un peu partout, il l'a appliqué dans tout le territoire ultramarin. C'est-à-dire que sous Napoléon III, le territoire outre-mer est multiplié par 3. La France représente 10% des terres émergées. Et que là, le soleil ne se couche plus jamais. Et depuis Napoléon III, il ne se couche plus sur l'Empire français. Mais c'est depuis Napoléon III. La Nouvelle-Calédonie, c'est Napoléon III. Tout ça, la Guyane, tout ça, c'est Napoléon III. Donc c'est les îles Kerguelen, les îles Clipperton, tout ça, Napoléon III. C'est délirant. Et évidemment, il y a eu des contre-coups. Mais l'Algérie, il en hérite. Hein, c'est pas lui c'est Charles X qui fait l'erreur d'envahir l'Algérie. Mais bon, on n'est pas là pour parler de l'Empire colonial de Napoléon III. Mais bref, donc il va faire profiter à toutes ces colonies du même traitement qu'aux Parisiens, qu'aux Lyonnais, qu'aux Marseillais, qu'aux trucs. Et donc à Alger, à Hanoï, à Dakar, etc., il va y avoir les mêmes choses qu'à Paris. Donc l'eau et le gaz à tous les étages. Hein. C'est dingue. C'est une échelle absolument délirante. Et toute cette prospérité, je veux dire, cette éruption, ça débordait, ce tsunami de pognon et de prospérité qu'il y a eu en France, a profité à tout le monde à l'époque, parce que Napoléon III a réussi à obtenir que l'oligarchie existe, elle existera toujours, elle a toujours existé. Les grands financiers existent, elle a toujours existé, ils existeront toujours, on en a besoin. Il faut simplement s'arranger pour essayer tout de même d'orienter au minimum, voire même au maximum, leurs investissements dans l'intérêt général, et pas dans une rente qui leur permet d'avoir un retour sur investissement immédiat à 15%, comme on voit aujourd'hui, ce qui, évidemment, ne favorise pas exactement le développement d'infrastructures. Pour vous donner un exemple, la totalité des réseaux de chemin de fer sous Napoléon III est financée par le privé. Sous Napoléon III, qui va développer tout ça, qui va transformer la France de fond en comble. Hein. Vous n'avez pas un endroit en France qui n'a pas été... Toutes les gares, c'est Napoléon III. Toutes les gares, c'est Napoléon III. Et partout, dans tout le territoire ultramarin, c'est Napoléon III. Donc le canal de Suez, c'est des travaux absolument gigantesques. Paris, en 12 ans, ils ont rasé et reconstruit 60% de Paris. Ils ont creusé les égouts, ils ont fait tous les grands parcs, etc. en 12 ans. Là, on est à Paris, ça fait déjà 25 ans qu'ils n'ont pas fini 2 stations de la ligne 4. En 12 ans, ils ont fait tout, les gars. Donc, c'est complètement démontré. Et il fait tout ça avec une pression fiscale de 9%. Aujourd'hui, on est à 46% de pression fiscale. C'est les frères Boussicot, hein, qui vont faire le fameux bon marché, qui vont faire tout ça, etc. D'un seul coup, les magasins vont devenir des magasins avec des prix fixes. Aujourd'hui, pour vous, c'est normal. Vous rentrez dans un magasin, vous avez 50 chemises, un truc, machin, ok, elles sont à tel prix, vous négociez pas le prix. Et à l'époque, non. À l'époque, vous rentrez dans un magasin, vous rentrez déjà un par un, pas 14 d'un coup. Et oui, je cherche une chemise, ben voilà. À la tête du client, on va dire qu'elle est à, je sais pas, 150 francs, ou alors 300 francs, ou alors 80 francs à la tête du client. Il n'y a pas de prix marqué. C'est pareil dans les restaurants, il n'y a pas de menu.
Vous vous installez dans un restaurant, c'est une auberge en fait, vous voyez aujourd'hui il y a ça à manger, point barre. Avec Napoléon, ça va être le prix affiché, ça va être le choix, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans une boutique, il y a les chemises de toutes les couleurs, de toutes les tailles, parce qu'en fait il va développer une économie de grande distribution du produit. C'est-à-dire qu'il y a un choix de produits qui est beaucoup plus vaste grâce à l'industrialisation. Et surtout, on arrête d'arnaquer les clients, on met le prix. Et dans le restaurant, les mecs se mettent à bosser. On a des brigades entières avec la capacité de faire plein de plats différents, et c'est au menu. L'industrialisation de la France est passée à la suraccélérée sous Napoléon III, la révolution industrielle. Mais elle a commencé sous Louis-Philippe. Mais Louis-Philippe a un défaut majeur, c'est que lui, en fait, est complètement aux mains des grands propriétaires et des puissances industrielles, et donc l'ouvrier est piétiné. Or, la base du saint-simonisme, c'est la pauvreté cessera d'être séditieuse, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont en précarité ne seront plus une masse potentiellement révolutionnaire, le jour où l'opulence ne sera plus oppressive. C'est-à-dire le jour où les gars qui sont pleins de pognon arrêtent de se baffrer que pour eux et distribuent un peu. Donc, sans ruissellement, on va vers la révolution, et la France a connu plein de révolutions. Donc l'idée de Napoléon III, c'est de faire le plus possible couler l'argent vers ce qui permet à tout le monde accède à l'instruction. L'instruction publique obligatoire et gratuite, c'est Napoléon III, ça n'est pas la République. Hein. La République se l'est attribuée après, mais c'est Napoléon III. La sécurité sociale, c'est Napoléon III. Il va falloir attendre 1945 pour qu'elle soit rétablie avec le Comité national de la résistance. Les caisses de retraite pour les fonctionnaires, c'est Napoléon III. Les campagnes de vaccination, il y en a eu sous Louis XVI, mais elles sont majeures sous Napoléon III. Le droit de grève, c'est Napoléon III. Les syndicats, c'est Napoléon III. Le dimanche chômé, c'est Napoléon III. Tout le monde l'a oublié. La semaine de congé payé, c'est Napoléon III. Enfin, tout ça, c'est Napoléon III. C'est complètement délirant. Et la République va mettre beaucoup de temps ensuite à le rétablir. C'est pour ça que la République a un gros problème avec Napoléon III. Ils n'ont pas de problème avec Napoléon Ier. Napoléon Ier, c'est tellement colossal que bon. Napoléon III, c'est un petit gars qui a vécu à l'étranger, qui s'est fait passer pour un crétin, qui a été poussé par Victor Hugo, qui est élu président de la République et qui s'avère être super bon et qui va ensuite imposer un empire. Donc il est élu président de la République, c'est le premier président de toutes nos républiques élu au suffrage universel. Et il va rétablir un empire. Pourquoi ? Parce qu'il se rend compte que le jeu des partis ne lui permet pas de travailler. Et voilà, la seule façon que j'ai d'imposer mes réformes de Saint-Simonien, c'est rétablir l'ordre, ça va vous parler, hein. On commence par l'ordre à l'échelle de tout le pays, parce qu'on ne peut pas travailler s'il n'y a pas de sécurité. Et 2, on va enclencher on va associer les oligarques, enfin les grandes fortunes, et on va en enclencher, on avance dans la bonne direction en les aidant fiscalement, en les rémunérant sur les taux d'emprunt, en les rémunérant, machin, etc. Et ça marche très bien. Il a des outils qui datent du Premier Empire, qui sont la Banque de France, le franc germinal. Mais Napoléon III va développer énormément de choses. L'Union latine, c'est la première union monétaire internationale. Il y a 32 pays. Donc c'est plus que l'Union européenne. Et il fait déjà un espèce d'euro de l'époque, qui est le franc germinal, qui va jouer sur 32 pays. Il va complètement faire exploser la prospérité, il va complètement faire exploser le développement de ce pays. Et vivre sous Napoléon III, c'est tous les jours un espèce de bouleversement complet. Alors pour les entrepreneurs, c'est génial. Parce que pour les entrepreneurs, vous allez voir les types, ils vont pouvoir se lancer, faire des tas de choses, parce qu'ils vont être financés, les grandes banques vont commencer à apparaître, hein, le Crédit Lyonnais, la Société Générale, le Crédit Commercial de France, ancêtre de la BNP, c'était Suez à l'époque, c'est Napoléon III. Des gens comme Pereire, Lafitte, Pastré, Rothschild vont financer au maximum les initiatives privées, et Napoléon III va avoir une façon géniale de gérer ça. C'est un peu ce que vous faites ici. C'est-à-dire que Napoléon III, alors, il fait ce qu'il appelle les séries de Compiègne. Les séries de Compiègne, il invite plein de gens à Compiègne pendant 3 semaines. Et il invite plein de gens à Compiègne pendant 3 semaines. Il invite des entrepreneurs, il invite des investisseurs, il invite des artistes, il invite des politiques, et qui vont passer 3 semaines ensemble. Donc, ils vont apprendre à se connaître. Il les invite régulièrement. Ça crée du réseau. Ça crée des gens qui apprennent à se parler, qui apprennent à se comprendre. Il y a qui dit, parce que l'impressionnisme commence à se réveiller sous Napoléon III. La photographie apparaît sous Napoléon III. Toutes ces choses-là apparaissent. Il y a beaucoup de révolutions. Donc ça peut créer aussi. Et bien là, les gens apprennent à se connaître, à se parler. Baudelaire, Flaubert, tout ça, c'est Napoléon III. Et les gens se parlent. Et ceux qui vont révolutionner, Jules Verne Pasteur est régulièrement aux séries de Compiègne, évidemment la fille de Pereire. Et donc c'est comme si vous aviez Bernard Arnault qui était en contact. Alors bon, malheureusement, des artistes qui ont le niveau des artistes de Napoléon III, est-ce qu'on en a aujourd'hui ?
Je pense que si je vous dis Bernard Arnault rencontre Aya Nakamura, bon, super. Il va en faire une égérie pour une marque, ça rapporte rien à la France. Oui. Donc alors que quand vous aviez un Pereire qui rencontrait un Flaubert, qui sentait l'esprit du temps, qui a rencontré le gars qui a découvert la synthèse de l'aluminium, il dit un truc à jouer. Ferdinand de Lesseps qui dit en fait j'ai une idée de canal, vous pensez que ça peut peut-être marcher? J'avais pensé à l'Égypte, ouais, non mais attends, t'es relou. Ouais, hop, il tombe sur un Pastré qui vit assis, c'est une bonne idée ça, on va le faire. Et boum, ils font le canal de Suez. Donc c'est comme ça que c'est grâce à ça que Napoléon III est un grand génie de la mise en communication des énergies. Eh ben, parfait, parce que ouais, c'est ça. C'est bien parce que vous avez répondu à toutes mes questions finalement sur cette tirade, c'est incroyable. Petite dernière question bonus, je voulais vous poser finalement, pourquoi entre guillemets il est sous-coté? Et alors 2-3 minutes. Hein, oui, alors attendez, est-ce que c'est militairement parlant, on parle un petit peu de l'entrepreneuriat et de cette période-là, parce que si on parle il est sous-coté à cause de la République, de Victor Hugo. Voilà, c'est rapide. Victor Hugo a beaucoup aidé Napoléon III à devenir président de la République. Napoléon III n'est pas complètement demeuré. Il sait que si jamais il met Victor Hugo Premier ministre de son gouvernement, ça va lui péter à la figure. Vous prenez une grenade, vous la dégoupillez, vous la mettez sur votre bureau, c'est Victor Hugo. Vous ne savez pas comment ça vous, mais ça vous explique. Parce que le gars a un ego comme ça. Donc il ne nommera jamais Victor Hugo Premier ministre. Donc Victor Hugo lui en voudra toute sa vie, va écrire les pires saloperies sur lui. Alors que Victor Hugo, le socialiste, parce qu'il est devenu socialiste un peu sur le tard, Victor Hugo, l'auteur des Misérables, est absolument immonde avec Napoléon III, alors que Napoléon III a non seulement réalisé, mais dépassé tous les rêves socialistes les plus fous de Victor Hugo. C'est Victor Hugo qui écrit Les derniers jours d'un condamné. Napoléon III, en 1870, voulait donner le droit de vote aux femmes et abolir la peine de mort. Il faut attendre un siècle pour que la République le fasse. Donc voilà, mais donc Victor Hugo crapule, intellectuel, pas. Et la République a besoin de se maintenir par rapport à un courant monarchiste et bonapartiste qui est trop puissant à l'époque. Donc ils vont instrumentaliser le génie de Victor Hugo pour casser Napoléon III en disant voilà, Sedan c'est de ta faute, l'Alsace-Lorraine c'est de ta faute, alors qu'en fait pas vraiment. Bon, bref, mais sur les donc voilà, la République a peur de Napoléon III, mais pas de Napoléon Ier. Et elle l'a bien démonté, Napoléon III. Et sur l'entrepreneuriat, en revanche, il y a un truc qui est marrant, c'est parce qu'entre de Napoléon Ier à Napoléon III, Napoléon Ier est celui sans doute qui s'applique, Napoléon III, c'est celui qui va le mieux comprendre l'esprit de l'entrepreneuriat, dans le sens où faciliter un environnement entrepreneurial. Et moi, Napoléon III, dire moi, ce que je veux, c'est que les entrepreneurs puissent bosser, puissent se développer, et qu'on puisse un peu contrôler ce qui se passe quand même, mais a posteriori, pas a priori. Et donc, on va les laisser bosser, on va les laisser faire des trucs intelligents, on va les financer. Napoléon Ier, lui, il est plus un exemple d'attitude de l'entrepreneur. C'est-à-dire que Napoléon Ier, c'est l'audace, c'est l'esprit d'aventure, c'est la prise de risque. C'est plutôt l'incarnation. C'est l'incarnation de l'entrepreneur. C'est le gars qui est un entrepreneur génial. C'est un petit garçon corse qui va régner sur l'Europe et qui va avoir la plus grande multinationale du monde. C'est la Grande Armée. Je crois qu'il y a 80 ou 90 nations. Enfin, je ne sais plus combien de nationalités différentes dans la Grande Armée. C'est délirant. C'est la plus grande multinationale du monde. Et c'est une réussite absolument incomparable. Et Napoléon Ier va être une inspiration pour plein d'entrepreneurs et plein de grands chefs du CAC 40, plein de Elon Musk, j'en parle très bien, parce qu'il a, en fait, il a le triptyque parfait du dirigeant. C'est un leader extraordinaire, parce qu'il explique sa vision, ses hommes, il leur dit où est-ce qu'il veut aller, il dit comment il veut y aller. Ça, c'est formidable. Donc, il emporte. D'abord, il a une vision, c'est déjà bien. Il la partage avec les autres. Ensuite, il a une capacité exceptionnelle de gestion des affaires courantes. Et ça, c'est vrai sur ça va être très intéressant pour les entrepreneurs, c'est que c'est vrai pour la gestion civile et la gestion militaire. Il fait des conseils d'administration et des conseils de ministres toutes les semaines. Toutes les semaines, Napoléon Bonaparte, où qu'il soit. Ce type est absolument démentiel, c'est-à-dire qu'il a 43 cerveaux, ce mec. Et il fait des réunions tout le temps, il a constamment ses ministres, ses secrétaires d'État, ces trucs en permanence, sur des projets. Et ça lui permet de tester les gars en réunion. Ah, il n'est pas mauvais, tiens, on va le garder, on va le mettre là-bas. Ah, allez, lance. Hop, tac, 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 tac. Parce qu'il part du principe qu'il ne faut pas garder quelqu'un trop longtemps au même poste. Alors ça peut se discuter, mais c'est le principe de Napoléon. De faire évoluer les gens dans un sens ou dans l'autre. Donc déjà, quand il est avec des administrateurs civils, il est constamment en leur contact, il connaît très bien ses dossiers. En entrepreneur, soit il connaît sa boîte, soit il est mort. Là, il connaît très bien ses dossiers c'est l'Europe, donc il connaît tout. Et ensuite, l'armée. Alors l'armée, c'est finalement plus simple, c'est sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les types
s'en sort? Est-ce que tactiquement, il arrive à y arriver? Alors, pour un entrepreneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez juger de la qualité de votre entreprise et de vos collaborateurs en réunion ou en mission opérationnelle. Et c'est ce que fait Napoléon tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a des transferts, hein, il y a des passages. Hein. Alors, il n'envoie pas des juristes se faire buter à Austerlitz, mais il peut utiliser des militaires pour faire du travail dans le préfet à l'autre bout de l'Empire. Et ça, c'est une capacité de coaching qui est assez géniale. Et c'est ça, sa troisième qualité, c'est justement ce coaching, c'est qu'il récompense. Alors, Napoléon a une particularité, il ne récompense que les meilleurs. Donc on n'est pas dans la bienveillance et la Google, diversité, machin, pas du tout. Hein. Il ne récompense que les meilleurs. Mais en revanche, il les récompense très bien. Et donc, ça crée une émulation pour faire partie des meilleurs. Alors, il y a un petit truc chez Napoléon qui est peut-être pas complètement au top chez les entrepreneurs quand on prend un petit peu de recul, c'est que Napoléon ne pensera jamais à sa succession. Sa succession, comme il s'inscrit dans une dynastie, sa succession, c'est son fils. Aujourd'hui, un entrepreneur, il ne sait pas du tout si ses enfants vont prendre la suite, et un grand patron d'entreprise, c'est a priori pas ses enfants qui vont prendre la suite. Napoléon ne s'occupe pas de ça. Et au contraire, sa gestion justement des personnalités peut être vue comme une capacité de les éloigner du plus haut du pouvoir. Donc, il y a plein d'entrepreneurs qui analysent Napoléon intelligemment en se disant, moi, ce que j'ai en plus, c'est qu'il faut que je trouve un successeur, il faut que je le forme. Ce que Napoléon ne souhaitait pas faire. Et celui, il voulait que ce soit son fils, mais ça s'est jamais proposé. Bah oui, mais après, bon, voilà, il y a aussi le gars qui est à la tête de Renault, il pense pas que ce sera son fils qui va prendre la suite. Donc là, il faut qu'il trouve quelqu'un qui le forme, etc., etc. Donc ça, c'est un angle mort de l'héritage napoléonien sur l'entrepreneuriat. Mais vraiment, c'est l'audace, c'est la connaissance du terrain. C'est-à-dire que toutes les tactiques militaires de Napoléon sont vraiment bien absorbées par les écoles de commerce et les écoles de management. La connaissance du terrain, c'est le premier truc. Hein. Il faut connaître ses ennemis, il faut connaître leurs forces, il faut connaître qu'est-ce que pense la population de ses ennemis. Donc typiquement, quelle est la vision pour un Microsoft, quelle est la vision qu'a la population de Google, et qu'est-ce que ça nous permettrait de casser et prendre des trucs à Google. Sur quel axe est-ce qu'il faut qu'on joue? Et donc il faut bien connaître son écosystème, son environnement concurrentiel. Il faut connaître par cœur ses propres produits, sa boîte évidemment, et ses hommes. Ça, c'est vital. Napoléon est tout le temps au contact de ses hommes. Tout le temps. Et de tous les hommes. Qu'il est Talleyrand, Fouché, ses frères et sœurs, le roi Murat, le roi de Hollande, et il est avec ses hussards sur le terrain. Il leur tire l'oreille, machin, etc. Il les connaît par leur prénom. Il sait que le petit chien là va le saluer quand il va passer. Enfin, mais c'est Napoléon, comme il a 43 cerveaux, c'est parfois un peu difficile. Lui, il fait ça à l'échelle d'une armée d'1 million de personnes. Aujourd'hui, vous avez une boîte du CAC 40 où il y a 30 000 employés, vous imaginez bien que le PDG ne connaît pas les 30 000 personnes, on ne peut pas lui en vouloir. Mais voilà, ça c'est une chose importante, c'est la connaissance du terrain, la prise de risque en permanence, la communication. Napoléon invente la communication avant tout le monde, le storytelling, hein, la fabrication du branding, c'est le chapeau de Napoléon, la redingote, ça c'est Napoléon. C'est évidemment le branding, hein, c'est absolument vital, l'audace et la résilience, la capacité de continuer malgré. Et c'est pour ça que le roi du poulet sud-coréen a acheté, il y a une dizaine d'années, le bicorne de Napoléon à 2 millions d'euros, parce qu'il estime que Napoléon est le plus grand exemple d'entrepreneur du monde, et donc il l'a mis dans le hall de son siège pour que tous ses employés s'inspirent de ça, qui se prennent tous pour Napoléon. En France, quand on dit se prendre pour Napoléon, la place est dans l'aile psychiatrique du zoo de Vincennes. À l'étranger, pas du tout. À l'étranger, prenez-vous pour Napoléon, ayez de l'ambition. Sans ambition, vous faites quoi? Donc voilà, c'est ça un peu l'héritage napoléonien à gros traits, parce qu'après on peut aller beaucoup plus dans le détail. C'est déjà